Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un lieu qui est un vrai paradoxe, un concentré de ce qu'est Hong Kong, Kowloon City. Ah oui, c'est un endroit fascinant. C'est ça, un lieu qui a toujours été à la fois en marge et en même temps au cœur de tout. C'est exactement ça. Imaginez, ça a été un avant-poste de la dynastie Qing, puis c'est devenu cette enclave anarchique connue dans le monde entier, et aujourd'hui c'est un carrefour culturel hyper vivant. Un creuset, vraiment. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui en fait. On va essayer de décortiquer cette histoire, elle est tellement dense, on va le faire à travers 5 récits pour comprendre comment un lieu qui a été défini par l'abandon et le vide politique a pu devenir un tel symbole de résilience. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse passionnante qui fait le lien entre les grands moments historiques et des sortes de trésors cachés qu'on peut encore trouver aujourd'hui. L'idée, c'est de voir comment toutes les strates du passé, Les conflits, les migrations... voilà, comment tout ça a sculpté le visage unique de Kowloon City. Parfait. Alors on y va, commençons par le tout début, l'origine de tout ça. La citadelle de Kowloon, Zhuolongjia-chen. Exactement. Construite en 1847 par la dynastie Qing. À la base, c'était un simple fort de défense côtière. Oui, et au cœur de ce fort, il y avait le Yamen, Yamun, le centre administratif et militaire. Un bâtiment assez sobre, en briques grises, très fonctionnel. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Ah oui, le fameux traité de 1898. Les Britanniques obtiennent les nouveaux territoires pour 99 ans. Mais, et c'est le détail crucial, la citadelle est explicitement exclue de l'accord. Attends, donc on se retrouve avec une enclave chinoise en pleine colonie britannique. C'est ça, une anomalie politique totale. Ça a dû être un casse-tête juridique incroyable. C'était plus qu'un casse-tête, c'était la cause de tout ce qui a suivi. Pendant presque un siècle, le gouvernement colonial a, en gros, fait comme si la citadelle n'existait pas. D'accord, donc un vide administratif complet. Hmm, Personne n'était vraiment responsable. exactement. Et cette souveraineté floue contestée a mené directement à des décennies de négligence. Ce qui est fou, c'est qu'on peut encore toucher cette histoire du doigt aujourd'hui. Il y a une trace physique de tout ça. Oui, il suffit d'aller au parc de la citadelle de Kowloon, le Chulungja-Yeichung-Kongyen. Et c'est pas juste un joli parc, hein. Non, loin de là. C'est là qu'on trouve le Yamen d'origine. Il a été superbement restauré, il est classé monument historique. On se promène dans les mêmes pièces où les officiels Qing prenaient leurs décisions. Et il n'y a pas que ça. Non. Juste à côté, il y a les vestiges de la porte sud, avec l'inscription en pierre d'origine Jiolong Chaichang. C'est un contact direct, physique avec ce passé. Et le contraste est saisissant. Aujourd'hui, on se balade dans ce parc magnifique, hyper paisible, très soigné. Tout à fait. Et on a du mal à s'imaginer le chaos, les tensions politiques qui ont régné ici pendant un siècle. C'est comme si le parc avait réussi à faire la paix avec son passé. C'est une très belle façon de le dire. La tranquillité du lieu aujourd'hui, c'est une forme de réconciliation. La beauté et l'ordre du jardin répondent aux décennies de désordre et de conflits. Mais avant d'en arriver à cette sérénité, il y a eu une période beaucoup plus sombre. C'est sans doute la plus célèbre. L'ère Samquan, Sambuguan. C'est ça, les trois qui ne s'en mêlent pas. Ni la Chine, ni la Grande-Bretagne, ni la police de Hong Kong. Une zone de non-droit. Et la réalité sur place était... Brutale. Les sources décrivent une surpopulation extrême, des dizaines de milliers de personnes entassées dans des immeubles construits à la va-vite, souvent sans voir la lumière du jour. la pauvreté, la violence. Et c'est devenu l'un des plus grands centres de production et de trafic de drogue au monde. Le tout contrôlé par les triades, bien sûr. Et c'est là, au milieu de cet enfer, qu'une personne totalement improbable débarque. Jackie Pullinger, Pauline Cho. Une jeune missionnaire britannique. Oui, elle arrive à Hong Kong en 1966 sans un sou et elle décide de faire ce que personne n'osait faire, entrer dans la citadelle. Elle a commencé à aider les toxicomanes, les prostituées. Et avec une approche très particulière. Complètement. Elle prônait une désintoxication uniquement par la prière intensive. Zéro médicament. Et au début, évidemment, ça se passe très mal avec les triades. Ils la voient d'un très mauvais œil, la harcèlent, la menacent. Pour eux, c'est une étrangère qui se mêle de leurs affaires. Mais attends, une minute. Les triades, les mêmes qui contrôlaient tout le crime? Oui, Et elles se sont mises à la protéger? Comment c'est possible? c'est ce qui paraît fou. Et pourtant, sa persévérance, son dévouement total, elle ne jugeait personne. Et ça a fini par forcer leur respect. Incroyable.
Ils ont compris qu'elle n'était pas là pour les dénoncer, mais vraiment pour aider les gens au plus bas. Et ils ont commencé non seulement à la protéger, mais même à soutenir son travail. C'est une leçon énorme sur la nature de la citadelle. Exactement. Ce vide juridique n'a pas seulement engendré le crime, il a aussi forcé la communauté à inventer ses propres règles, ses propres mécanismes de survie. Son livre, Chasing the Dragon, est un témoignage puissant de cette époque. Du coup, le vrai trésor de cette période, il n'est pas matériel. Le parc, aujourd'hui, on pourrait presque le voir comme un anti-monument. C'est une bonne idée, ça. Il ne commémore pas les bâtiments qui ont disparu, mais plutôt les vies de tous ceux qui se sont battus dans cette obscurité. Se promener là-bas en pensant à des gens comme Jackie Pullinger, ça donne une autre dimension au lieu. C'est un symbole de rédemption, en fait. Tout à fait. C'est la mémoire de la résilience humaine à l'état pur. On vient de parler de la misère absolue de la citadelle, mais ce qui est dingue, et très typique de Hong Kong, c'est qu'à quelques mètres de là, une toute autre réalité existait. Oui, on change complètement d'univers. On passe à l'autre surnom du quartier, Petit Chiu Chao ou Shao Chou. Ah oui, Après la guerre, il y a eu une grosse vague de migration de la région de Chiu Chao, ou Techo, et eux, contrairement à beaucoup de réfugiés de la citadelle, ils ne sont pas arrivés les mains vides. ils avaient un capital. Un vrai capital commercial. Ils ont ouvert des épiceries qui vendaient des produits de luxe, comme des élans de requin. Ça montre bien leur puissance économique dès le départ. Et j'imagine que ça a complètement transformé le quartier. Ça a été le moteur. Grâce à leur argent et à leur sens des affaires, ils ont bâti une base économique et sociale très solide. Et c'est comme ça qu'est né ce pôle culinaire hyper réputé, qui a non seulement coexisté avec la citadelle, mais qui a aussi survécu à sa démolition. L'identité culturelle du quartier aujourd'hui leur doit énormément. Et on peut encore goûter à cette histoire. Il y a des adresses, enfin, c'est plus que des adresses, ce sont des institutions. Le Lo Khao Fook, par exemple, le Khao Fook Georgia. Ah oui, le Lo Khao Fook, fondé en 1954, le décor a à peine bougé, c'est un vrai voyage dans le temps. On peut y manger le fameux gâteau de Lufa aux œufs, Chiao Shi Shui Guan Lao, et s'imaginer les patrons d'usine des années 60 qui venaient y signer des contrats. C'était un peu leur quartier général. Et il y a aussi le Chongfa Chao Chao, Chongfa Chao Zhou Fan Tien, un autre pilier célèbre pour sa culture du dalang. C'est quoi exactement le dalang? C'est cette tradition de repas tardifs très conviviaux où on choisit parmi plein de plats déjà préparés qui sont exposés. Et ce qui est amusant, c'est que c'est devenu la cantine non officielle de stars comme Chow Yun-fat ou le réalisateur Johnny To. Donc on avait vraiment deux mondes qui se frôlaient sans jamais se mélanger. D'un côté, la prospérité des commerçants Chiucho, Et leur restaurant chic, et de l'autre, à quelques pas, la misère noire de la citadelle. c'est exactement ça. Kowloon City était déjà un microcosme des inégalités extrêmes de Hong Kong. Et cette capacité du quartier à attirer de nouvelles communautés, ça ne s'est pas arrêté là? Non, pas du tout. Une autre vague, plus récente, a encore transformé le quartier à partir des années 80. L'arrivée de la communauté thaïlandaise. Oui, et Kowloon City est devenu le cœur de la communauté thaïlandaise à Hong Kong. Son nouveau surnom, Petite Thaïlande, Siao Thai Quoi. Plus d'un tiers des Thaïlandais de la ville y vivent ou y travaillent. C'est énorme. On parle de plus d'100 de commerces. Ce n'est pas juste quelques restaurants. Ah non, c'est un véritable écosystème. On trouve des grossistes en épices qui fournissent tous les restos thaï de Hong Kong, des services de transfert d'argent, des librairies. La concentration de la population a permis de créer une économie de services complète et authentique. Ça montre encore une fois l'incroyable flexibilité de ce quartier. Sa capacité à se réinventer en permanence. Et là, le trésor caché, c'est une expérience totale. Il suffit de se promener sur Southwell Road, la Sinanda. C'est un dépaysement instantané. Les odeurs d'épices, de citronnelle, les grillades du Kam Thai BBQ, Kin Thai Sao Khao, qui fait des brochettes délicieuses pour une bouchée de pain. C'est incroyable. Et il y a le grand rendez-vous annuel, Songkran, le festival de l'eau en avril, qui transforme les rues en une immense fête. C'est une ambiance unique à Hong Kong. Oui, mais il y a une ombre au tableau, malheureusement. Ah bon? Ben oui, cet écosystème est aujourd'hui menacé par de grands projets de réaménagement urbain. L'avenir de Little Thailand est donc assez incertain, en fait. C'est le dilemme permanent de Hong Kong entre la préservation de ce patrimoine vivant et le besoin de développement. Tout à fait. Du coup, chaque visite, chaque plat qu'on y mange, ça devient une forme de soutien direct à cette communauté.
Justement, en parlant de préservation, on a souvent cette image d'une ville qui démolit sans cesse. Mais les choses changent, et Kowloon City en est un parfait exemple. Oui, il y a 2 projets de réhabilitation qui sont vraiment emblématiques. Le premier, c'est Taiwotan, Da Hetuan. Un magnifique bâtiment d'avant-guerre, un Tonglao des années 20. C'est ça, avec ses arcades caractéristiques. À l'origine, c'était une pharmacie de médecine traditionnelle chinoise, très réputée. Et aujourd'hui, c'est un café. J'adore cette idée, hein. Boire un café hyper moderne face à un meuble d'apothicaire centenaire. C'est tellement Hong Kong, ce mélange. Ils ont gardé des éléments spectaculaires du passé. Le plus impressionnant, c'est cet immense meuble à 100 tiroirs, le Paitz Gui, qui est d'origine. Les anciennes licences du praticien sont aussi affichées au mur. C'est un pont réussi entre les époques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire bourgeoise qui est préservée. Il y a un autre lieu, les Stone Houses Family Garden. Yishu et Kaiyun, Et là, on raconte une histoire complètement différente. l'histoire de la classe ouvrière. Exactement. C'était une zone de cabanes de squatters après la guerre, qui a ensuite abrité un studio de cinéma. Ça représente vraiment l'habitat populaire de l'époque. Aujourd'hui, c'est un centre du patrimoine avec un café solidaire de style rétro, un Huizhou Binche. Et ils ont aussi gardé des traces du passé. Absolument, on peut encore voir le carrelage avec les motifs géométriques typiques des années 60, et ils ont même conservé de l'ancienne cuisine et les toilettes sèches. C'est génial. Et ce qui est vraiment fort, c'est la coexistence de ces 2 projets. D'un côté, Taiwotang, l'héritage de la classe moyenne commerçante, et de l'autre, les Stone Houses, la mémoire de l'habitat populaire. C'est ça. Ça montre une vision beaucoup plus inclusive de ce qu'est le patrimoine. L'histoire de tout le monde compte. Et ça rend l'histoire vivante, accessible. On peut déjeuner dans un décor des années 60 tout en soutenant une entreprise sociale. L'histoire n'est plus derrière une vitre de musée. Elle fait partie du quotidien. Bon, si on résume cette plongée incroyable, Kowloon City, c'est vraiment la quintessence de la résilience et de la diversité d'Hong Kong. Un lieu où les extrêmes ont toujours cohabité. Le vestige de la Chine impériale, la zone de non-droit la plus célèbre du monde, et ce carrefour des cultures Suzhou et thaïlandaises. C'est unique. C'est parce qu'elle a été abandonnée par les autorités que la citadelle a forcé ses habitants à développer des formes d'organisation et d'entraide incroyablement fortes. Pour survivre, tout simplement. Voilà, c'est une leçon puissante. L'ordre social peut émerger du chaos, même sans gouvernance officielle. La communauté s'est autorégulée par pure nécessité. Mais il y a aussi cette idée de mémoire sélective, non? Avec le parc. Ah, tout à fait, on a rasé les immeubles surpeuplés, symbole du chaos, mais on a méticuleusement préservé le yamen, le symbole du pouvoir officiel Qing. Ce n'est pas tant pour cacher le passé, je pense, mais plutôt pour le transformer. Comment ça? C'est une façon de prendre une histoire négative, celle du crime et du désordre, et de la convertir en un récit d'ordre et d'espoir pour l'avenir. Finalement, toute cette histoire de Kowloon City, ça donne envie de regarder nos propres villes un peu différemment. Ça suggère que les trésors les plus profonds d'une ville se trouvent pas toujours dans ses centres brillants et bien ordonnés. Mais plutôt dans les failles, dans les marges. Exactement. Dans les coins que le temps et la politique ont un peu oubliés. Et ça amène une question, je trouve. Quels recoins oubliés de nos villes recèlent des histoires de résilience similaires qui n'attendent que d'être redécouvertes?